Donc, on va passer à la deuxième partie de notre conférence, hein, c'est la partie débat. Alors, comme Alain me le signale, il n'y a pas eu beaucoup de questions pendant les présentations. C'est sans doute que les présentations étaient captivantes et que les gens n'ont pas voulu se détourner l'attention. Bon, c'est pas grave, on va démarrer les questions-réponses. Moi, j'ai noté un certain nombre de points, ne serait-ce que pour que ça vous donne le temps de peut-être de poser quelques questions. On a vu que pour les intervenants qui démarraient, la question de passer à la matérialisation de l'invention, on recherche un demi-industriel, recherche un partenaire, c'est un sujet qui revient évidemment. La question du financement revient souvent dans vos propos. La question des incubateurs, hein, l'aide de Buzy, des choses comme ça. La question des partenariats revient systématiquement à différents stades pour faire différentes choses. On ne fait pas tout seul. Les business angels, donc au-delà de l'incubateur, il y a aussi des sociétés qui se penchent sur les startups pour les faire grandir et ensuite en tirer quelques profits. L'histoire qui revient assez souvent, c'est que les grandes entreprises aiment les startups parce que ça leur permet de faire des preuves de concept, de voir s'il y a des marchés, si c'est faisable, et ensuite, quand c'est bon, évidemment, elles prennent la main pour développer si c'est dans leur business. L'histoire de vendre des services ou des produits et des services, je crois que c'est revenu très fréquemment et c'est un vrai sujet. Les partenaires, les brevets, la protection. Puis j'avais deux questions là, que j'ai prises. Sabi Agri, il y a 2 postes vacants. Alors la première question, j'ai envie de la poser à Sabi Agri. Pourquoi il y a des postes vacants alors que voilà. Et puis il y a une deuxième question que j'aimerais poser, mais je la donne tout de suite à Johan. Ça a commencé en 2015 et la société a été créée en 2020. Pourquoi? Voilà. Peut-être pour lancer le débat sur ces deux questions. Je ne sais pas, Alexandre, sur la question, ça marche, ça développe. Par contre, il y a des postes vacants. Parce qu'il faut trouver les gens, tout simplement. Et c'est, comme je le disais dans la présentation, la partie RH qui, pour moi, représente le challenge majeur finalement de cette aventure, puisque voilà, malgré les 4 années d'existence et le succès pour l'instant en tout cas de cette entreprise et de la croissance, etc. Trouver les bonnes personnes, ça a mis longtemps et aujourd'hui encore, on a une façon de recruter qui a été finalement acquise sur le terrain, puisqu'on n'a pas forcément, ni moi associé, ni moi-même, on n'était pas recruteur, hein, c'était pas notre vocation première, mais voilà, trouver des gens qui arrivent à partager notre vision. Alors, c'était beaucoup plus difficile au début quand on est 2 ou 3 qu'aujourd'hui quand on est 20 avec une usine et un carnet de commandes et un process qui fonctionne, bien évidemment. Mais ça reste toujours, voilà, aujourd'hui, c'est un sujet hyper sensible sur lequel on est toujours très directement impliqué, même quand il s'agit de personnes sur la production, au câblage, au soudage, choses comme ça, où on a vraiment, on cherche à avoir des gens qui partagent nos valeurs, les motivations et qui ont vraiment envie de, comme on dit, d'être locomotive avec nous. Quand on était 2, on arrivait à donner l'illusion d'être 10, 12 dans la société. Aujourd'hui qu'on est 20, on arrive sur des marchés où les entreprises en face de nous sont plutôt 50, 100, et donc du coup, il faut que ça soit 20 locomotives. Donc quand on poste des offres d'emploi, alors déjà, étonnamment, on a souvent peu de réponses. Alors à croire que le marché de l'emploi aujourd'hui, je sais pas, les gens ont déjà un travail a priori, et ensuite voilà, on a toujours ces choses-là, donc ça prend toujours un certain temps pour retrouver des collaborateurs. C'est simplement. C'est malheureusement une question que l'on voit souvent. On me pose la question, mais finalement, c'est quoi les postes manquants? Alors aujourd'hui, on cherche à structurer les parties, ce qu'on appelle les responsables produits, qui vont être les personnes qui sont réellement sur le terrain, en interface avec le client, qui font en sorte, et ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la partie innovation et mettre en place, vendre. Nous en plus on est en B2C puisque nos clients sont des professionnels, mais réagissent comme du B2B puisque ils sont souvent et chefs d'exploitation et utilisateurs de la machine, et donc il faut faire en sorte que les gens font un bon usage pour être convaincus et pour ensuite convaincre leurs voisins, puisque aujourd'hui c'est comme ça qu'on vend le mieux nos machines, c'est le voisin de l'acheteur qui achète de nouvelles machines, donc c'est vraiment top, mais par contre il faut faire en sorte qu'ils soient vraiment, vraiment satisfaits, et pour ça il faut qu'il y ait des gens qui mènent ça, donc on cherche des gens qui ont ça, mais ce sont souvent des moutons à 5 pattes, des gens qui sont
à la fois technique, à la fois avec un bon relationnel et avec énormément de motivation. Donc voilà, ça c'est ce qui va manquer. Et puis après, des gens à la production, on cherche toujours des personnes qui arrivent à comprendre qu'on n'est pas encore aujourd'hui une entreprise avec une chaîne de production où il y a juste à prendre un tournevis, à faire ça. Il faut prendre une notice de montage, s'emparer de la chose, arriver à mixer l'artisanat, entre guillemets, et l'industriel. Et ça, on s'aperçoit que c'est une denrée rare, entre guillemets. Quand on trouve les personnes, c'est excellent, il faut les trouver. J'ai envie de dire, il faut des entrepreneurs et on est à la liaison, au contact des écoles. Donc aujourd'hui, on est rattaché aux 4 écoles d'ingénieurs à l'université. Avant de passer la parole à Johan juste après, en quelques mots, finalement, ça serait quoi l'action à mener auprès des formateurs, donc les écoles d'ingénieurs à l'université, pour qu'on trouve ces moutons à 5 pattes ou ces entrepreneurs Je pense qu'il y a une côté tempérament qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc, on a des collaborateurs qui sont non issus d'écoles d'ingénieurs, qui ont des fois, qui ont même pas, ou à peine le bac, et qui finalement sont les postes clés aujourd'hui parce qu'il y a ce goût du terrain et l'investissement qui fait que sont des gens d'une valeur inestimable. Et sur les ingénieurs qu'on a trouvés et qui nous accompagnent aujourd'hui dans le pôle R&D, ce sont des gens qui ont ce goût, pareil, de l'entrepreneuriat finalement. Alors peut-être qui le vivent différemment puisque c'est pas eux qui l'ont porté comme Laure ou moi depuis le début, mais on leur fait vivre au quotidien cette chose-là. Donc peut-être finalement d'arriver à avoir cette confiance et se dire bah voilà c'est pas tout tracé, tu rentres pas chez Michelin avec voilà leader international établi, non, tu rentres chez Sabi Agri qui va devenir le leader international établi, mais pour s'établir on a besoin de toi à 100%, c'est pas nous qui allons te porter, c'est toi qui vas nous tirer, donc tirons tous ensemble et donc voilà peut-être de faire comprendre ça et je pense qu'on donne ce que j'aurais à dire pour les formateurs, peut-être d'arriver aussi à donner ce goût-là. On va pas être les gens qui vont le mieux rémunérer du marché. Par contre, on va donner des jobs où nos ingénieurs, ils ont aussi une paire de bottes, ils ont aussi une cote. Ils sont ingénieurs, ils savent usiner, ils utilisent les tracteurs dans le terrain d'expérimentation qu'on a derrière. Et donc, on leur donne beaucoup plus de satisfaction puisque ils font naître le cahier des charges, ils répondent au cahier des charges, ils essayent le cahier des charges, ils vont même chez le client au début. Donc ça, c'est en tout cas au niveau de satisfaction personnelle, ça apporte beaucoup de choses et ça, pour moi, ça se monnaie pas avec de l'argent, ça se monnaie avec un certain plaisir aussi de travailler et on a la chance de les trouver, mais peut-être que ça peut plus se dire en formation. Ça. Merci. Donc, c'est dommage. Juste, Jacques, pardon, je voulais juste intervenir. Il y a une question qui est sur les financements. Alors, je ne sais pas qui peut répondre précisément. Avant C'est de savoir finalement si les gens sont allés à l'étranger et s'ils ont constaté une différence de motivation avec les investisseurs français. Alors, avant d'aller sur les financements, on va prendre la question après. Je pense que la question pour Johan sur comment se fait-il qu'il a l'invention et l'idée, tout ça est parti en 2015 et que 6 ans après ou 5 ans après, on fait une société. On crée seulement. Ouais. Mais ça rejoint un peu la question des financements. En fait, quand on a une idée comme ça et puis qu'on veut la valoriser, en fait, le plan de développement qui nous était proposé, c'était de créer et ensuite d'aller chercher des fonds, lever des fonds et du coup de développer la méthodologie. On n'a pas souhaité faire comme ça, on a souhaité bénéficier finalement de l'environnement et finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà une relation, on avait déjà des partenaires industriels avec lesquels on avait déjà l'habitude de travailler et on leur a proposé la méthodologie en disant écoutez, nous on reste à l'INRA, on va développer au sein de l'INRA. Si vous payez, en fait, si vous, industriels, vous êtes intéressé par la méthodologie qu'on essaye de mettre au point, quelque part, on vous fait payer que la partie fonctionnement. L'INRA, l'université, prend en charge la partie salaire et environnement. Et si ça marche, du coup, c'est nickel. On publie, vous gardez les résultats. L'API, par contre, sur la méthodologie, elle reste la propriété de l'UCA et de l'INRA. Et puis, si ça fonctionne, on publie ensemble et donc tout le monde est content. Donc, à la fin, au final, les industriels ont payé une partie du développement. L'INRA, enfin les tutelles ont payé la partie, on va dire, environnement et comment dire, environnement, oui, salaire. Les industriels, en plus, ont retouché 60% de crédit impôt recherche sur ce qu'ils avaient payé aux tutelles.
On a fini par mettre au point cette méthodologie sur différents modèles. On a publié nos résultats, ce qui a du coup fait d'une pierre de plusieurs coups, puisque ça répondait aussi aux missions de l'INRA et de l'université, qui est donc la production de connaissances scientifiques. Donc finalement, tout le monde était content. Ça a coûté le moins possible aux différents acteurs. Et une fois qu'on était sûr en fait que ça fonctionnait, eh ben, on a dit banco, maintenant on se lance. Et on met en place en fait différentes structures qui sont nécessaires au lancement de la start-up et on démarre dans les meilleures conditions possibles. C'est clair, merci. La question du financement sur l'étranger, j'ai envie de la poser aux deux personnes qui nous ont parlé de l'étranger, c'est-à-dire Paul et puis Cédric. L'un et l'autre, vous avez soit des implantations, soit des expériences avec des clients étrangers ou des… Je ne sais pas qui serait l'un des deux, qui serait parmi les deux, serait intéressé de prendre cette question, de la perception de ça. Je pense que la question tourne autour des financements et de la facilité de se financer en France ou à l'étranger, c'est ça, Alain? Oui, la question c'est est-ce que la motivation est différente? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des financements étrangers qu'en France? Donc, pour les deux qui ont mis les pieds sur ce genre de sujet, je ne sais pas, je vous passe la parole soit à Cédric, soit à Paul. Je vais bien prendre la parole, mais j'ai pas. Alors, sur la partie financement à l'étranger, moi, j'ai pas forcément beaucoup de. Peut-être Cédric, comme il a des entreprises là-bas, enfin un siège là-bas, je ne sais pas. Cédric, toujours là? Oui. Est-ce que cette question t'inspire? Alors nous, on n'a pas de siège à l'étranger. On n'a pas travaillé directement avec des financements étrangers. Par contre, on a des gens avec qui on travaille, Oui. des partenaires qui sont issus de l'étranger. Ce qui se passe, c'est que pour toute la partie qui n'est non contractualisée, il n'y a aucun souci. Par contre, pour la contractualisation avec l'étranger, on est obligé de tricher un peu parce qu'on a bossé avec des entreprises qui ont aussi des filiales françaises. C'est beaucoup plus facile, en fait, à contractualiser comme ça quand ils ont déjà une filiale française, ne serait-ce que d'un point de vue purement contractuel, en fait. Après, on n'a pas encore eu l'opportunité de travailler avec des entreprises, de contractualiser avec des entreprises étrangères qui n'avaient pas de démarche en France. D'ailleurs, à cet effet, nous, on a commencé activement à travailler sur la partie, sur cette problématique-là, qui est un de nos freins, nos objectifs pour 2022. Parce que quelque part, la question elle est aussi sous-tendue par ce qui se dit, c'est-à-dire aujourd'hui, il est commun d'admettre, on entend couramment que les Américains en trouvent des financements quand on est aux États-Unis, en Californie, et qu'en France, on rame comme des sauvages, pour fermer la guillemets, pour trouver le moindre financement. Et donc, il n'y a pas d'écho à il n'y a pas d'expérience parmi les intervenants sur ce sujet. Déjà, on bénéficie d'investissements publics qui sont pas inintéressants. On a plusieurs intervenants qui l'ont abordé. Nous aussi, on a bénéficié du FMI, du Fonds métropolitain d'innovation, par exemple, donné par la ville. On va aussi avoir l'État en tant que premier investisseur public. Nous, on a bénéficié tous les trois du chômage pendant une année pour financer de la recherche et développement. Donc, on a pas mal de mécanismes. On a également la BPI qui propose des prêts, qui propose des mécanismes de subvention, la French Tech. On va avoir, si je ne dis pas de bêtises, Sabi Agri aussi qui a bénéficié par exemple du prix Lab. On a beaucoup de concours, de subventions qui peuvent être, en termes de financement, qui peuvent être récupérables en France. Après, sur la partie financement, c'est libre à ceux qui en ont bénéficié pour en parler. On peut peut-être dire, puis on va venir sur une autre question, c'est que quelque part, il y a beaucoup de financement public en France, en gros, puisque il y a des différentes choses que tu viens de mentionner. Il y a par contre aux États-Unis beaucoup de financement privé, voire de financement déguisé. Mais bon, après, il faut aussi savoir faire le tri parce qu'il y a beaucoup d'aides de financement qui demandent beaucoup de temps. Donc, je vous avoue que nous, personnellement, on a établi une échelle disant le nombre de temps qui était nécessaire pour obtenir un certain montant. Donc, il y a des aides qu'on ne demande pas parce que le temps nécessaire à ces obtentions-là est trop important par rapport aux gains potentiels. Là, on a d'autres questions en attente? Oui, je pense qu'on vient de répondre à la question, c'était de dire qu'il y a beaucoup d'aides versées, mais est-ce que c'est suffisamment simple? Est-ce qu'on ne perd pas trop de temps dans l'administratif pour obtenir ces aides plutôt que de travailler sur les innovations? Je pense qu'on vient d'avoir la réponse. Ça, c'est une vraie question et malheureusement, c'est un vrai problème. Moi, j'avais noté tout à l'heure dans l'intervention de Paul, c'est que tu es le seul à avoir parlé des business angels. Et donc, on a parlé par plusieurs reprises, un certain nombre va être passé par des incubateurs, donc Buzy a été cité, je crois, 3 fois. La différence entre un business angel et un incubateur, est-ce que tu pourrais développer un petit peu l'intérêt pour une start-up des business angels? Oui, tout à fait. Alors, la différence, c'est l'incubateur, il est là pour accompagner.
c'est plutôt l'entrepreneur qui paye l'incubateur pour avoir un accompagnement. En général, c'est assez symbolique, mais voilà. Alors que les business angels sont des gens qui vont amener du capital dans l'entreprise en prenant des parts, donc en échange de parts. Donc, l'entrée de business angel, elle se fait à partir du moment où on peut avoir une valorisation, puisque forcément, le montant qui va être investi par le business angel va être en échange de parts et donc rapport à une valorisation. Donc, si vous voulez un peu d'argent sans donner la totalité de, de vos parts, il vaut mieux avoir une valorisation, donc déjà des produits, des perspectives sur le marché et donc une ambition de croissance qui soit intéressante. Donc, les business angels, pour moi, ils apportent. Alors, disclaimer, je fais aussi partie j'ai rejoint aussi les business angels depuis, donc je parle aussi en tant que business angel. Mais j'ai la différence par rapport à un accompagnement financier un peu plus institutionnel, c'est que les business angels sont des particuliers qui ont en général une expérience professionnelle dans le passé, voire ça peut être aussi des gens qui sont encore actifs et qui ont des entreprises et des activités professionnelles, ce qui est le cas la plupart des gens qui ont investi chez nous, et qui, au-delà d'apporter un investissement financier, sont aussi des gens qui peuvent apporter une connaissance ou une compétence technique, technologique, et donc du conseil. Donc ça, c'est assez intéressant. Et nous, l'intérêt qu'on avait avec les business angels, comme je l'ai expliqué, c'était aussi au travers des business angels d'avoir dans notre capital donc la société EMI qui peut être pour nous, sans que ce soit obligatoire, mais peut être pour nous un de nos fournisseurs et quelqu'un qui a une forte compétence dans l'industrialisation de nos produits. Donc voilà, c'est pour avoir finalement quelqu'un qui va avoir une relation un peu particulière avec nous sur ce point-là et qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, EMI a été racheté par YesCities et on a un très bon partenariat avec YesCities qui aussi distribue une partie de nos produits. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on cherchait avec des business angels, qu'on ne va pas forcément, alors selon les accompagnements, selon les types de financement, il y a aussi plus ou moins d'accompagnement, mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on va trouver avec les business angels, qu'on ne va pas forcément trouver si on va chercher un chèque de la CCI avec un prêt personnel, globalement. Et après, je rejoins un peu ce que disait Cédric. Quelque part, nous, les montants qu'on allait chercher en financement sont des montants qu'on aurait pu financer nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Donc, le gain entre le temps à investir et la somme d'argent à récupérer et les risques qui sont pris par le demandeur est aussi un critère qui est important pour nous. C'est-à-dire que passer 6 mois de boulot pour aller récupérer 20 000 euros qu'on peut financer assez facilement nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, ça a peu d'intérêt, surtout si en plus ces 20 000 euros, on est caution personnelle pour les rembourser à la fin. Donc, ça ne présente absolument aucun intérêt, autant que ce soit directement de l'argent. Et on gagne du temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas allé chercher et les business angels et la participation capitalistique étaient beaucoup plus intéressantes là-dessus. Peut-être une question avant de venir, peut-être une question pour Selenco et puis Strobon. Avec un business angel, la startup garde ses degrés de liberté, se retrouve limitée dans ses degrés de liberté, puisqu'effectivement, il y a une approche capitalistique avec un retour attendu. Alors, nous, on garde beaucoup de liberté parce que les business angels ne vont pas prendre 40 ou 50% de l'entreprise. Donc, quelque part, je n'ai plus en tête le montant exact parce qu'on a fait des rachats et autres depuis, mais on est dans l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Et donc, par rapport aux membres fondateurs qui ont les 85% restants, je dirais que le pouvoir de décision reste relativement faible. Donc, les business angels ne sont pas des gens qui vont rentrer dans le contrôle de l'entreprise. Ce n'est pas leur objectif. Voilà. Donc, de ce point-là, on n'a pas beaucoup. Je vois que le temps s'écoule. J'avais une question, peut-être qu'on peut poser soit d'ailleurs à Strobon ou à Selenco, mais peut-être à Selenco pour commencer. Strobon en profite derrière. On a tous parlé de partenariat. Alors, il y a des partenariats pour grandir, puis il y a des partenariats qui se transforment en accélérateurs de concurrence, puisque le partenaire peut bien devenir concurrent de manière assez logique si le marché grandit au-delà de la taille ou de la capacité à faire de la start-up. Du côté de Selenco, donc Sofiane, est-ce que cette question du partenariat, cette question du partenariat nécessaire, mais également du risque qu'il y a dans certains partenariats qui peuvent déboucher sur des choses qui sont contraires à l'intérêt de la start-up, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus pour éclairer un petit peu tout le monde ou... J'ai des choses à dire. Alors, est-ce que ça va éclairer tout le monde? Je ne sais pas, je vais essayer en tout cas. Nous, effectivement, on a mis depuis notre création, on a toujours essayé de mettre en place des partenariats, mais on a toujours fait attention à essayer de faire en sorte de mettre des partenariats avec des structures
dont l'activité serait complémentaire à la nôtre et non pas directement concurrente. Alors, ça nous est déjà arrivé de travailler avec des concurrents directs, mais ça pouvait être soit parce qu'il y avait une différence géographique. Donc, l'idée, par exemple, sur le partenariat qu'on a aux États-Unis, c'était de mettre en place un partenariat avec une structure qui n'était pas présente en Europe. Auquel cas, c'était un peu moins problématique de se confier une partie de confier nos études qui se passaient sur le sol américain, de leur confier à eux, parce que la réciproque pouvait se mettre en place. Donc, sur des concurrents directs, il y a eu ce type de partenariat, ou alors après, on en a eu aussi en France. Donc là, il n'y avait plus cette notion de géographie, mais par contre, c'était sur des technologies différentes. Nous, on travaille beaucoup en froid électrique avec des congélateurs, les fameux congélateurs moins 80 dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et le partenaire avec lequel on a travaillé, lui, était plutôt orienté sur de la congélation avec de l'azote liquide, donc une technologie de cryogénie qui est peu développée chez nous. Donc c'est vrai qu'on s'est toujours attelé à ça parce qu'on peut vite rentrer dans une problématique effectivement de concurrence et puis après le partenariat bat rapidement de l'aile et n'est pas forcément périn. Alors après, il y a toujours, peu importe le business, que ce soit pour nous, Selenco ou d'autres, on va toujours aussi trouver des partenaires complémentaires. Donc nous, dans notre cas de figure, ça va être les transporteurs par exemple, ça va être les fournisseurs d'équipements spécialisés. Et donc, on peut toujours faire une analogie dans les autres métiers. Et là, pour le coup, se créer un réseau et avoir une offre un peu plus complète via ces partenaires qui peuvent aussi, comme je l'ai dit, servir de prescripteurs, à mon sens, ça a tout un réel intérêt. C'est indispensable, je pense. Alors, là, j'ai envie de passer la parole à l'une de nos 3 jeunes femmes là, qui sont sur Strobon. Vous avez commencé en disant, on se pose la question, on a besoin d'avoir des compétences en génie des procédés, en génie industriel, donc on recherche un partenaire parce qu'effectivement, ce n'est pas dans notre ADN de faire ça. Quel genre de partenariat vous auriez besoin de mettre en place pour justement passer à l'étape d'après dans le développement de votre produit ou de votre business? Pour là, notre première étape à ce niveau-là, c'est d'avoir un partenariat industriel avec avec une entreprise qui a les machines qui pourraient s'adapter, enfin, sur lesquelles on pourrait travailler et créer notre paille. C'est le premier partenaire dont nous avons besoin pour avancer. Sauf qu'avant d'aller voir ces partenaires, il faut effectivement qu'on se protège au niveau juridique et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Et alors, le partenaire, souvent, quand on va chercher un gros partenaire, le gros partenaire, il a des outils qui sont pour son propre besoin, donc ils sont adaptés à son besoin et le volume qu'il fait. Et vous allez venir prendre des machines qu'il a pour faire des petites choses qui vont le perturber, qui ne vont pas être faites en série, donc il va falloir qu'il fasse une place sur un matériel. Vous avez réfléchi à tout ça? C'est ça, il va falloir qu'on travaille. En fait, pour l'instant, il nous manque les derniers procédés de fabrication. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive à créer, c'est comment utiliser ces machines, parce que pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est de manière artisanale. On sait que pour la première étape de la création de notre paille, la fabrication, les machines existent déjà. Mais pour l'étape d'après, de la former, etc., là, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il va très certainement falloir qu'on retravaille notre formulation. Enfin, il faut qu'on modifie encore des choses. Mais effectivement, travailler avec un partenaire, ça va l'obliger à nous focaliser sur une ligne de production ou alors focaliser un moment de production dans la journée sur une ligne déjà existante. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. D'accord. Alain, donc je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu as une question, la dernière question que l'on va prendre, parce qu'après on s'est engagé à terminer à l'heure, donc on va le faire. Est-ce qu'il y a une question sur un sujet qu'on n'a pas abordé qui mérite d'être abordé? Oui, il y avait une question justement à Strabo. Le cahier des charges de production est-il réalisé? Alors, nous avons pour l'instant un cahier des charges de la production artisanale. Et justement, il faut qu'on travaille avec quelqu'un qui est spécialisé plus dans la production industrielle pour pouvoir développer ensuite le processus à échelle réelle avec un partenaire. D'accord, donc il faut d'abord trouver un partenaire qui vous donne des éléments industriels que vous n'avez pas. D'accord. Bon, ben écoutez, on continuerait très longtemps. Je rappelle que dans la proposition… Oui, s'il te plaît, il y a simplement une précision, parce qu'on a parlé beaucoup de BUSY et un certain nombre de personnes ont précisé quand même que BUSY était financé par des fonds publics
Bien sûr. Et que finalement, c'était gratuit pour ceux qui étaient accompagnés. Bien sûr. Merci de la précision. Oui, donc simplement pour aller vers la conclusion, je rappelle que le sujet est très intéressant et on apprendrait encore pendant 1 heure. C'est aussi pour ça qu'on vous offre la possibilité, à un petit nombre d'entre vous, de pouvoir continuer l'échange en mode plus restreint avec les entrepreneurs qui l'ont accepté. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez à vous inscrire à travers le questionnaire d'évaluation, et parce qu'effectivement, ces sujets sont très intéressants et on pourrait profiter très longtemps de la chose. Je vais mettre 2 slides au tableau pour finir cette affaire. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Le voyez-vous? Oui, oui. D'accord. Donc, moi, j'essaie de mettre 2 conclusions pour essayer de faire réfléchir. Il n'y a jamais de conclusion à ce genre de sujet. Ma première conclusion, c'est qu'entreprendre en Auvergne, c'est possible. Vous êtes les témoins, vous témoignez, et c'est possible. Alors, pourquoi c'est possible? D'abord parce qu'on a des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de qualité, et qui en général incitent les étudiants à entreprendre et les accompagnent. Alors, je ne vais pas reciter les écoles d'ingénieurs, j'ai aussi mis l'université, j'ai aussi mis l'école de commerce de Clermont-Ferrand, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas vraiment de différence entre tout ça, et tout ça, c'est très riche. Bon, je mentionne quand même au passage que depuis le 1er janvier de cette année, le Clermont-Auvergne INP regroupe 3 des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand. Ça, c'est pour les personnes qui ne l'auraient pas noté. Et puis, il y a tout un tas d'initiatives dans les écoles, les associations entreprises, les juniors entreprises, les pôles étudiants pour l'innovation, les pôles pépites, SEGMA, la junior entreprise de l'ESC Clermont, Clermont vers l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'organismes publics aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement, qui sont aux petits oignons, j'allais dire, grosso modo, pour que les gens qui ont envie d'entreprendre fassent leur première arme avant de quitter l'école, l'établissement. Il y a des accélérateurs, des incubateurs, des pépinières, enfin, on en a un petit peu parlé, on pourrait faire une séance rien que là-dessus, et je pense qu'effectivement, c'est un conseil que j'ai envie de donner à Strobon, c'est à un moment ou à un autre, faites-vous accompagner. Après, il y a des accompagnants de bonne volonté hors structure, c'est USF Auvergne qui intervient en transverse un petit peu sur tout ça en fonction de ses moyens. Et puis, on trouve des étudiants motivés, parce que je peux vous dire qu'on en croise quelques-uns et vous en êtes les témoins. Et aujourd'hui, derrière vous, vous êtes sortis de l'école il y a 5, 6, 7 ans pour certains. Eh bien, il y a toujours cette motivation derrière et donc il ne faut pas baisser les bras. Entreprendre en Auvergne, c'est possible. Il y a aussi une deuxième conclusion que je tire, c'est alors que le monde change, on sait très bien que le monde il est en profonde et rapide transformation. On peut raconter n'importe quoi sur ce sujet, mais c'est une vérité. Une autre vérité qu'on rappelle à tout le monde et qui est une chance formidable, une opportunité formidable pour les ingénieurs et les scientifiques, alors docteur, master 2 et autres, et même comme disait Alexandre tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire des très belles choses et de prendre beaucoup de plaisir dans l'industrie ou dans les entreprises. La majorité des emplois qui existeront dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que se former et uniquement aux emplois d'aujourd'hui, il y a un souci. Il faut non seulement se former à ces emplois, mais il faut se former également à évoluer avec le monde. Et là, c'est un grand débat sur lequel on est après les écoles et les millions de personnes. La chose aussi, quand on regarde par rapport à l'étranger, les formations des scientifiques ou les formations scientifiques et techniques dans nos établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les écoles, les universités, d'une manière générale, ils préparent bien les ingénieurs et les docteurs aux nombreux défis. On est plus ouvert sur l'inconnu, on est plus ouvert sur la méthodologie. On n'est pas simplement des exécutants et des robots. Alors évidemment, ça peut faire des dégâts parce que lorsqu'on met des gens comme ça entre eux, en général, ils se crêpent un petit peu le chignon ou ils se tapent un peu dessus. C'est une observation que l'on nous fait, une critique que l'on nous fait à nous Français vu de l'extérieur, mais c'est aussi des qualités, c'est-à-dire que quelque part, quand on est pris par le bon bout, eh bien, on est bien armé pour faire face à l'inconnu. Alors, une autre chose, une autre banalité, c'est-à-dire que beaucoup d'innovations partent de petites entreprises, même si derrière les grandes entreprises les surveillent, veulent les racheter ou s'accaparer le business. Si ça marche, ils viennent. Si ça ne marche pas, ils laissent. C'est la règle du jeu. Il faut savoir que quand on lance des innovations à travers des petites structures, et ce matin on n'a parlé que de petites structures avec des initiatives personnelles, eh bien c'est un risque qui existe, mais ce n'est pas grave. L'innovation est partie, vous avez appris, vous pouvez rebondir, soit avec de l'argent, soit avec des idées, soit en rentrant dans une entreprise pour grandir avec votre innovation. Ces 2 conclusions que je tire, qui me sont personnelles, mais qui sont des recoupements de beaucoup de choses qu'on a entendues aujourd'hui, et puis de choses qui se disent un peu partout dans le monde de l'enseignement et pas que, ma conclusion, c'est toujours la même chose, allons-y. Il faut y aller. Le témoignage qu'on a aujourd'hui montre que c'est possible.
Voilà. Et c'est possible en Auvergne, et on a aussi comme vocation de faire que les belles idées se réalisent en Auvergne. Donc, ma conclusion du bout, regardons devant, mobilisons-nous, accompagnons ces jeunes entrepreneurs qui construisent le monde de demain. Vous pouvez y aller tout seul, mais avec un petit peu d'accompagnement, de conseils que vous allez partager, vous irez plus vite et plus loin. Ou du moins, vous irez plus vite. Plus loin, j'en suis pas sûr. Au moins, vous irez plus vite et vous irez rapidement à l'essentiel. Donc, n'hésitez pas, profitez de toutes ces personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Et je sais que parmi les 50 participants ou les 44 qui sont restés avec nous après être passés à 54, tous les gens qui sont venus sont bienveillants. Et donc, ce que vous faites est bien et il faut continuer. Je pense que vous avez plein de gens autour de vous qui ont envie de vous aider. Profitez-en.